Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Trajectoire, l'émission du podcast d'Objectif Tech qui raconte la transformation numérique des entreprises à l'ère de la convergence des technologies. Concevoir une voiture électrique, un avion ou un navire, c'est aujourd'hui jongler avec des milliers de normes et de paramètres interdépendants. Une complexité qui augmente année après année. Si l'IA aide à faire face à ces contraintes, les ingénieurs doivent toujours composer avec des impératifs de précision, de conformité réglementaire ou de respect des standards industriels. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre-Emmanuel Dumouchel, fondateur et directeur général de Dessia, une start-up qui développe des agents d'IA capables d'assister et d'augmenter les ingénieurs dans leurs tâches les plus critiques. Trajectoire, une émission présentée par Delphine Le Garlès. Bonjour Emmanuel et bienvenue dans Trajectoire. Merci et ravi d'être parmi vous. Alors on entend beaucoup parler d'ingénierie augmentée ces derniers temps, mais concrètement pour quelqu'un qui travaille dans un bureau d'études, ça change quoi dans son quotidien par rapport à ce qu'il connaissait déjà ? En fait, ça change pas mal de choses. Ça change un peu une façon de penser, une façon de travailler au quotidien. En fait, aujourd'hui, l'ingénierie, c'est une ingénierie qui est une succession de ce qu'on appelle des workflows, des processus manuels qui vont s'enchaîner les uns après les autres. Et en fait, là, ça l'amène à se prendre du recul et à se poser la question, comment est-ce que ces tâches manuelles, comment est-ce que je peux m'y prendre pour venir les automatiser ? Donc, on parle beaucoup d'agents, on parle beaucoup d'assistance et d'accompagnement, d'augmentation de l'ingénieur par ces agents. Et donc, la question qu'il se pose, c'est quels sont les workflows que je vais pouvoir automatiser à l'aide d'agents et comment est-ce que je vais pouvoir penser mon métier de demain pour me dire, eh bien, je vais avoir des agents qui vont m'aider à vérifier certaines tâches de conception en 3D, d'autres agents qui vont m'aider à checker des choses sur des plans 2D et encore d'autres qui vont m'aider sur des tâches de création. Donc ça change complètement la manière dont les ingénieurs et dont l'ingénierie se travaillent au quotidien et se pensent demain. C'est une transformation du métier. Exactement. Alors, avant de parler de solutions, est-ce qu'on peut parler de diagnostic ? Quand tu vas voir un client industriel pour la première fois, c'est quoi les 3 défis que tu retrouves à peu près tout le temps ? Les grands défis qu'on va retrouver, c'est il y a souvent un contexte et un cadre normatif. Qu'est-ce que l'ingénierie doit vérifier lorsqu'elle conçoit telle ou telle pièce ou tel système ? Et ça amène pas mal de choses, ça amène beaucoup de contraintes, ça amène beaucoup de checks et d'éléments à venir vérifier. Il y a aussi des éléments de knowledge. Donc, je distingue le côté normatif du côté knowledge. Knowledge, c'est tout ce que l'ingénierie a pu apprendre sur les 20 ou 30 dernières années, en fait. Et donc là, voilà, il faut rester cohérent par rapport à son knowledge. Il faut rester cohérent par rapport à ce que ses anciens ont pu faire. Je suis ingénieur dans une entreprise. Comment je peux me faire coacher ? Comment je peux apprendre ce que les autres ont fait sur d'autres projets ? Ça, c'est un deuxième point extrêmement important. Et le troisième diagnostic extrêmement important, c'est les aspects un peu de productivité, ou on va dire de ROI. Comment, finalement, trouver ou apporter ou mettre de l'IA pour apporter une amélioration du ROI, pour améliorer la productivité. Comment on s'y prend ? Est-ce qu'on va est-ce qu'on va automatiser une tâche qui est longue et complexe et qui apportera peu de ROI, ou va-t-on tout simplement automatiser des tâches qui vont être assez simples et qui vont avoir un impact direct sur la productivité, sur le temps de développement global ? Voilà, donc ça, c'est un petit peu ces 3 grands challenges que l'on a lorsqu'on arrive dans une nouvelle ingénierie et qu'on se pose la question de comment mettre de l'IA. Si on parle concrètement, quel est le résultat qui t'a le plus surpris ? Est-ce que tu as un chiffre ou un projet où tu t'es dit « Ah oui, là, ça va être un game changer » ? Oui, c'est avec un de nos clients où on a fait une communication en conférence. On a aidé un de nos clients, Renault, dans l'automobile, à venir automatiser le design de ce qu'on appelle les harnais électriques. Donc les harnais électriques, c'est les faisceaux de câbles qu'il y a autour d'un moteur, autour d'un système de transmission, autour d'une batterie. Et ce qui m'a marqué, en fait, lorsqu'on a travaillé avec eux, c'est qu'ils ont affiché une réduction par 10 du temps de développement, en fait, global, où des tâches de conception nécessitaient à peu près 1 mois, et on est passé d'1 mois à peu près 1 semaine. Donc ça, si on n'est pas expert du secteur auto, passer d'1 mois à 1 semaine, c'est une prouesse ? Oui, parce que en fait, on a complètement digitalisé ce travail-là. C'était une tâche de design qui était manuelle, qui était rébarbative, qui prenait beaucoup de temps. L'ingénieur, lorsqu'il venait dessiner son faisceau,
eh bien, il n'en faisait pas 50, il en faisait peut-être une hypothèse A, une hypothèse B, une hypothèse C, et puis très rapidement, il n'en gardait qu'une seule, peut-être l'hypothèse A, et il allait pousser uniquement cette hypothèse jusqu'au bout. Avec l'IA, on vient totalement digitaliser cette conception, donc on est capable de le faire en quelques minutes, quelques heures, on automatise totalement les choses, mais surtout, on va lui apporter en fait une profondeur sur son métier, où on va lui dire, écoute, il n'y a pas qu'un plan A, un plan B et un plan C, il y a peut-être quelques centaines d'alternatives à regarder, et ton métier va complètement changer. Donc sur la tâche manuelle elle-même, oui, elle se digitalise, et oui, tu n'auras plus de choses à faire. Par contre, il y a un nouveau métier qui se crée, c'est un métier de prise de recul, un métier tu génères plein de solutions, et tu vas les manager pour te poser la question, quelle solution je vais retenir, quelle est la bonne décision pour ton entreprise. Ça change un petit peu la manière dont les gens perçoivent leur métier. On parle souvent dans notre podcast de l'importance de l'esprit critique à l'ère de l'IA. Oui. Finalement, on y revient. Ah oui, complètement. Ah oui, c'est fondamental ce point-là. Oui. Dans le naval, tu avais un exemple à nous partager ? Oui, aussi, je peux pas citer d'éléments précis, mais on a aussi beaucoup aidé sur de la tuyauterie, sur de l'emménagement, sur automatiser les choses. Et donc là, encore une fois, ça permet aux ingénieries de réfléchir à la manière dont elles s'organisent et de se dire, tiens, finalement, en venant automatiser tout un tas de tâches de placement de composants, tout un tas de tâches de design de câblage, de design de tuyauterie, eh bien, ça permet en fait de se dire, un projet qui nécessitait 5 ans, 10 ans de développement, eh bien, je vais être capable de le réagencer, de réorganiser un peu mon planning général et de me dire, eh bien, je suis peut-être capable de venir gagner 6 mois, 1 an de développement sur un développement complet de 10 ans. Voilà, ça amène, l'IA apporte finalement une réécriture un petit peu des processus et une manière différente de voir l'ingénierie. Et justement, quand une entreprise industrielle veut intégrer l'intelligence artificielle dans ses processus d'ingénierie, quels obstacles elle va rencontrer ? Ouais, c'est une bonne question. Souvent, il y a pas mal de sujets. Le premier, ça va être un peu un sujet de culture, en fait. La culture, c'est par quoi on va commencer, en fait. Est-ce que les gens ont une connaissance approfondie des agents, de l'intelligence artificielle ? Est-ce que les gens se disent je vais déléguer à des agents des tâches extrêmement complexes, ou alors je vais lui déléguer des tâches extrêmement simples ? Qu'est-ce que moi, en tant qu'humain, je garde ? Voilà, toute cette question un petit peu de quelle culture ont-ils de l'IA ? Ça, c'est un premier point extrêmement important. Donc là, on voit bien avec le temps, les gens sont de plus en plus familiers de tout ce qui est proposé par les écosystèmes anthropiques, OpenAI, tout ce qui est les agents codeurs et autres. Et donc, ça amène les ingénieurs à se projeter et à imaginer comment leur métier de demain pourrait être. Donc, c'est extrêmement positif. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire et à construire avec eux sur ce côté un peu culture. Après, il y aura question un peu de la méthode. Voilà, comme méthode, c'est dans quel ordre on adresse les choses. Est-ce que, un peu comme mentionné tout à l'heure, est-ce qu'on commence par des processus extrêmement complexes ou est-ce qu'on commence par des choses plutôt simples ? L'ingénieur classique, il a souvent tendance à venir challenger des nouvelles technologies en se disant, eh bien, finalement, avant de l'adopter de façon large, je vais commencer par la challenger sur des sujets extrêmement complexes, des sujets que j'ai en tête depuis des années. Et si là, vraiment, elle est capable de craquer un problème extrêmement compliqué pour moi, eh bien, peut-être que je vais l'accepter sur des choses simples ou moyennes. Ça, c'est une façon de penser. Il peut y avoir aussi une autre méthode, c'est de se dire, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas capable peut-être de faire des choses extrêmement complexes, mais au moins, elle est capable de m'aider sur des tâches rébarbatives, des tâches relativement simples. Et donc là, voilà, je vais lui déléguer. Donc, il y a vraiment un challenge sur le côté méthode. Le côté quick win, tout à fait, voilà. C'est ça. Ce sont ces 2 points-là qui sont importants. Donc là, on parlait plutôt des freins culturels. L'ingénierie, c'est aussi quand même un secteur où une erreur peut coûter des vies. Dans l'aéro, dans le naval, dans l'auto, comment on fait cohabiter l'agilité de l'IA avec des exigences de sécurité et de conformité qui sont propres à l'ingénierie, justement ? En effet, c'était une grande question. Les gens, et nous en particulier côté DECIA, on avait du mal à imaginer un futur par rapport à ces questions-là, avec les prémices en fait, de l'IA il y a 2-3 ans, et où finalement l'enjeu était de mettre
l'ensemble des éléments du savoir dans des prompts et dans des éléments de contexte assez compliqués. Et là, c'est vrai que depuis 6 mois, finalement, il y a cette révolution agentique qui arrive, cette écriture en agent élémentaire. Et c'est vrai qu'on peut être beaucoup plus confiant en fait par rapport à votre question sur le fait que on rentre dans un monde où il y a des agents qui font, il y a des agents qui vérifient et il y a des agents qui vont autoriser, qui vont valider, qui vont officialiser les choses. Donc on arrive un petit peu plus à mimer un peu la manière dont une organisation et dont une ingénierie fonctionne, en venant recréer des entités élémentaires, des agents, et en venant prendre un grand processus, en fragmentant finalement la décision et en se disant, eh bien, il y en a certains qui vont concevoir un câblage électrique, d'autres qui vont vérifier le câblage électrique par rapport aux normes, encore d'autres agents qui vont vérifier par rapport à mon knowledge que je peux avoir depuis 20 ans, et encore d'autres qui vont se charger de venir le diffuser dans les bases de données de l'entreprise. Voilà. Et c'est en segmentant, quelque part, qu'on apporte une validation et en apportant finalement une correction ou une surveillance des agents entre eux, que l'on arrive finalement à avoir un peu plus confiance et à se dire, oui, on va pouvoir recréer finalement un peu des architectures agentiques qui seront capables de faire des grandes tâches et sur lesquelles les ingénieurs seront d'accord pour venir déléguer des tâches de plus en plus complexes. Pour conclure, si on se projette dans 5 ans, qu'est-ce qui va vraiment changer dans la structure même des entreprises ? Qu'est-ce que les décideurs qui nous écoutent devraient commencer à faire dès maintenant ? En fait, ce qui va complètement changer, c'est la manière dont les gens gèrent leurs données et leur savoir. Ce que l'on dit, en fait, aujourd'hui, toute l'ingénierie, elle s'est structurée autour de ce qu'elle produit, de ce qu'elle conçoit. Donc autour de la data, autour des PLM, de 3D Experience, de tous ces systèmes-là. Et donc ce qui est important, c'est tout ce que l'ingénieur fait ou a pu faire et tout ce qu'il a pu valider. Là maintenant, on rentre dans une nouvelle ère où ce qui est important, c'est pas que ce qu'on a produit, mais c'est aussi la manière dont on s'y est pris pour obtenir cette data. Et nous, c'est ce qu'on appelle chez Dessia le knowledge. Et donc nous, ce qui est central pour nous, c'est ce layer de knowledge, c'est toute cette partie connaissance, et de venir la structurer, la rendre vive, la rendre active, et de faire en sorte que cette couche de savoir soit vraiment un des piliers fondateurs des ingénieries de demain, et qu'à côté de ces bases de données de data, il y ait aussi ces bases de données de connaissances sur lesquelles s'appuient les ingénieries. Et donc voilà, s'il y a un message à retenir, c'est commencer, que les entreprises et que les ingénieries commencent à se dire, voilà, il n'y a pas que ce que je produis qui est important, il y a aussi la manière dont je le fais, parce que structurer la manière dont je le fais, c'est ce qui me permettra après d'écrire des agents. Et écrire des agents, comme je l'expliquais avant, c'est la pierre angulaire de l'automatisation de tâches simples et ensuite, petit à petit, aller vers des tâches de plus en plus compliquées. Et ça existe, ce métier On est en train de bâtir cela côté Dessia. On a communiqué sur notre modèle agentique que l'on appelle Lagrangia. Et donc, on vient petit à petit apporter les pierres. Il y a tout un tas de sujets aussi qui émergent chez les grands LLM providers, tout un tas d'écosystèmes de start-up. Qu'est-ce qui constitue la colonne vertébrale d'un agent ? C'est vraiment le sujet important et c'est vraiment le sujet qui anime, en fait, on va dire, toute la communauté IA à travers le monde. Il nous faut des garants du savoir et des connaissances de l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à Objectif Tech sur votre plateforme de streaming préférée pour ne manquer aucun épisode. À très vite pour une nouvelle émission.